Dans le cadre de cette université d'été, nous allons parler des services publics, en disséquer le fonctionnement, voir les réformes dont ils font l'objet, et notamment le processus de digitalisation auquel ils sont soumis, en tant que forme de dématérialisation des relations entre l'État, les fonctionnaires et les usagers. Mais vraiment, peut-on parler de services publics sans parler de l'État? L'État qui en est l'émanation et les fonctionnaires également qui sont chargés de mettre en œuvre ces services publics. Or, depuis les indépendances, l'État en Afrique a connu une évolution qui a fortement impacté les manières d'agir des agents du service public, les manières de penser, de sentir le service public, qui lui-même a évolué dans sa conception. Voilà, c'est exprès que j'ai introduit les trois concepts que tout sociologue ou anthropologue connaît, de penser, de sentir et d'agir. Ça devrait vous dire quelque chose. Alors, l'objectif principal de cette conférence est justement de mettre en lumière l'évolution du rôle et du statut des fonctionnaires dans la construction, la transformation et le fonctionnement de l'État depuis l'époque coloniale jusqu'à l'époque contemporaine. Nous voudrions intéresser dans nos propos la relation dialectique entre l'État et ses agents, en montrant justement comment les fonctionnaires, tout en étant produits par l'appareil étatique, participent activement à sa reproduction, à sa légitimation, voire à sa remise en question à travers les services publics. Alors, notre développement va suivre la progression chronologique et thématique en trois grandes étapes. D'abord, nous allons revenir à l'héritage colonial de l'État et des services publics. Nous venons bien de quelque part. Voilà, et ça nous permet de comprendre les fondements et en même temps les figures ambivalentes de ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans le deuxième temps, nous allons parler de l'État développeur qu'on a connu entre 60 et 80, donc l'État post-indépendance. Et c'est dans la troisième partie que j'évoquerai l'État sous la pression des programmes d'ajustement qui est passé d'un État ajusté à un État régulateur. À toutes ces phases, le service public n'a pas connu les mêmes fortunes. Ça a évolué, les fonctionnaires qui l'animent également ont évolué dans leur pratique. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, je disais comprendre d'où nous venons, l'héritage de l'État central colonial. Alors, l'État contemporain africain, tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans sa structure et dans ses pratiques, garde encore les traces profondes de son origine coloniale. Ça, c'est important de retenir. Dans une perspective largement inspirée par des travaux de Badi, Bertrand Badi, Basil Davidson, pour ceux qui veulent revisiter la littérature, comprendre un peu ce qu'est l'État colonial, Davidson, la notion de greffe artificielle chez Davidson, Crawford Young, ou encore Mahmoud Mamdani. Alors, l'on peut affirmer que l'État est un produit importé. C'est une expression très bannie. Greffé sur des sociétés dont les trajectoires sociopolitiques préexistaient au découpage territoriaux coloniaux que sont des États centralisés. Et quand je parle d'États centralisés, je pense à l'Empire du Mali du 18e, 19e siècle, l'Empire du Songhai, le Royaume du Bénin, le Royaume du Congo, ou encore des politiques segmentaires, des politiques segmentaires ou acéphales, Je parle par exemple des Peuls du Massina au Mali, les Talensi au Ghana,
la société Igbo au Nigeria, ou encore les fédérations ou confédérations comme la confédération Mossi, la confédération Aoussa. Donc il y avait des organisations avant que n'arrive l'État colonial. C'est ce que je voulais essentiellement montrer. Alors, cette greffe n'a pas été neutre. Elle a introduit une conception centralisée, hiérarchisée et autoritaire de la puissance publique, éloignée des logiques d'autorité traditionnelle endogène, et a instauré quasiment une rupture avec les dynamiques politiques autochtones. Alors, l'expérience coloniale a façonné un rapport spécifique à l'État, caractérisé par une extériorité persistante. D'abord, l'État était au-dessus, avec et parmi les populations. Au-dessus par son pouvoir de commandement vertical, incarné par le gouverneur ou l'administrateur colonial. Avec, à travers la présence constante des commandants de cercle, par exemple, dans la colonisation française, les figures intermédiaires également de l'autorité. Et enfin, par le fait de la matérialisation quotidienne de la puissance publique dans les objets, les postures et les symboles. Le casque colonial, au style vestimentaire, qui signalait une autorité qui est venue d'ailleurs, mais qui s'est imposée. Alors, cette configuration a perduré bien au-delà des indépendances. Et dans de nombreux contextes postcoloniaux, la figure du chef de l'État s'est substituée à celle du gouverneur, concentrant entre ses mains les attributs d'un pouvoir étendu, souvent peu redevable aux citoyens. L'État, tel qu'il est vécu par les populations, reste donc identifié à des personnes beaucoup plus qu'à des institutions. Depuis les indépendances, l'État africain s'est progressivement construit comme l'axe structurant de l'ordre politique, économique et social. Héritier d'un modèle administratif, colonial, centralisé et hiérarchique, il a reconduit dans ses formes comme dans ses pratiques une certaine distance vis-à-vis des sociétés qu'il gouverne. Alors, pendant la colonisation en Afrique, l'administration coloniale, qu'elle soit française ou britannique, reposait sur une conception centralisée de l'État. Mais elle a adopté des postures vraiment distinctes en fonction des traditions politiques propres à chaque puissance coloniale. Dans les deux cas, l'État colonial entendait imposer son autorité à des territoires vastes et diversifiés, souvent peuplés de sociétés structurées selon la logique politique et sociale autonome. Alors pour ce faire, il construit une chaîne de commandement hiérarchique, centralisée autour du gouverneur ou du résident, représentant le pouvoir métropolitain. La priorité étant ici le maintien de l'ordre, la perception des impôts, la mobilisation de la main-d'œuvre et plus tard la mission dite civilisatrice, mais qui est devenue qui est presque synonyme de développement économique au profit de la métropole. Cependant, la politique de présence de l'État colonial, et qu'il soit français ou anglais, présentait quand même des différences. Et c'est ce que vous connaissez à travers deux expressions, l'administration directe et l'administration indirecte. La directe, c'est la française, l'indirecte, c'est la britannique. Alors, ces formes d'administration eurent un impact direct sur le rapport entre l'État central colonial et les autorités traditionnelles africaines. On peut résumer en grands traits à travers les logiques, les postures de l'État, le rapport aux autorités, les différences qu'il y avait entre les façons françaises et anglaises de gérer leur colonie. Prenons d'abord le modèle français de l'administration directe des services publics. Alors, la logique française s'inscrit dans une tradition plutôt jacobine, centralisatrice, reposant sur l'idée d'un État unifié et rationnel. Alors, l'administration reposait sur l'assimilation, même si, dans les faits, elle s'accompagne d'un traitement différencié des sujets coloniaux. Et on l'a vu dans des pays comme le Sénégal.
Du point de vue de la posture, l'État colonial français se veut le seul détenteur légitime de l'autorité. Il considère les structures politiques locales comme arriérées et les remplace souvent par des chefs nommés, chefs de canton, chefs de village, qui deviennent systématiquement des agents auxiliaires de l'administration coloniale. Alors, quel est le rapport aux autorités coloniales? Alors, ces autorités sont souvent dépossédées de leur légitimité d'origine. Les chefferies, elles, sont remodelées, créées ou supprimées selon les besoins du commandement colonial. L'autorité coutumière, finalement, est instrumentalisée, mais sous surveillance étroite et sans reconnaissance réelle de leur autonomie. La conséquence de tout ça, de cette forme d'administration coloniale à la française, c'est une rupture durable entre l'État et les institutions locales et une méfiance généralisée vis-à-vis du pouvoir traditionnel perçu comme illégitime ou collaborateur lorsqu'il accepte de collaborer. Alors, que pouvons-nous dire du modèle britannique? Parce que tout ça va influencer les modèles d'État qu'on a après. Alors, selon le modèle britannique, l'administration repose sur la doctrine de l'indirect rule, popularisée par Lord Lugard, Nigeria. Alors, ce modèle se fonde sur une approche très pragmatique, considérant les chefferies existantes comme des relais, voilà, efficaces de l'autorité coloniale. La posture de l'État est que il reconnaît une forme de légitimité aux autorités traditionnelles qu'il intègre dans l'administration coloniale. Et les rapports aux autorités traditionnelles ne sont pas de même nature que dans la colonisation française. Eh bien, les chefs traditionnels conservaient certains pouvoirs judiciaires, fiscaux et administratifs sous la tutelle d'un résident colonial. Ils sont responsables devant l'administration coloniale, mais apparaissent comme des médiateurs entre l'État et les populations. Et dans certaines régions, cela favorise la résilience des institutions locales. La conséquence de tout ça, c'est un enracinement plus fort des structures traditionnelles, mais aussi une transformation de leurs fonctions et une dépendance accrue vis-à-vis du pouvoir colonial. Alors, que furent les fonctionnaires africains dans ces administrations coloniales? Durant la période coloniale, les fonctionnaires africains occupaient une place intermédiaire, parfois ambivalente, entre les autorités coloniales européennes et les populations locales. Leur rôle différait en fonction du modèle administratif en vigueur. Administration directe ou administration indirecte, bien sûr. Mais dans les deux cas, ces agents africains étaient indispensables au fonctionnement quotidien de l'État, tout en étant limités dans leur autonomie et leur perspective de carrière. Mais qui étaient ces fonctionnaires dans l'administration? Ces fonctionnaires africains coloniaux étaient des clercs, des interprètes, des commis, des enseignants, des agents de santé, de douane et de police. Dans l'administration française, certains accédaient au statut de fonctionnaires indigènes, recrutés localement, mais encadrés par un statut subalterne et strictement hiérarchisé. Dans le modèle britannique, une partie des chefs traditionnels, comme je vous le disais tout à l'heure, étaient considérés comme des agents de l'État colonial, bien que leur pouvoir procédait aussi de la légitimité précoloniale. Beaucoup de ces fonctionnaires étaient passés par les écoles coloniales, écoles primaires ou écoles de formation d'agents subalternes comme l'école William Ponty à Gorée. Et très peu avaient accès aux postes supérieurs. Quel était leur rôle? D'abord, le statut, par exemple, dans les administrations directes, ils étaient subordonnés aux administrateurs coloniaux européens. Ils étaient peu nombreux à accéder au grade supérieur. À la limite, quand ils progressaient, ils devenaient des cadres moyens au mieux. Et un statut souvent inférieur à celui des fonctionnaires métropolitains, même à diplôme égal. Leur rôle était de l'exécution locale des décisions
prise au sommet de la hiérarchie sociale. Il faisait de la traduction, de la transcription, de la médiation administrative entre les autorités coloniales et les populations. Ils aidaient à collecter des impôts, à faire de l'encadrement des travaux forcés, à enregistrer les naissances et les décès, à gérer les écoles et les postes. Alors, dans certaines régions, les chefs cantons ou de village pouvaient être désignés comme agents auxiliaires, sous stricte tutelle. Alors, le côté ambivalence était qu'ils étaient souvent perçus comme intermédiaires ou agents de transmission, parfois méprisés par l'administration européenne, parfois mal vus par les populations qui les considéraient comme les relais de la domination. Alors, dans l'administration britannique, le statut était celui des chefs traditionnels, qui étaient souvent institutionnalisés comme natifs des autorités locales, intégrés dans l'administration avec des responsabilités administratives, fiscales et judiciaires, les chefs traditionnels. Ils avaient un rôle de gestion administrative locale, de médiation et de clercs et de fonctionnaires formés. La particularité ici est cette grande marge d'autonomie locale, du moins en apparence, pour les chefs traditionnels reconnus. Alors, ces fonctionnaires africains bénéficiaient parfois d'une reconnaissance sociale locale plus forte que dans les colonies françaises. Mais il y a des limites et des contraintes à tout cela, à tous ces fonctionnaires. Dans les deux systèmes, les fonctionnaires africains étaient placés dans une position subalterne et avaient peu de perspectives de promotion. Leur accès à la fonction publique est fortement limité et les postes de décision stratégique restaient aux mains des colons européens. Ils étaient instrumentalisés et certains parmi eux, pour cette raison, se sont engagés dans les luttes politiques et syndicales dès les années 30-40, devenant ensuite des acteurs majeurs des mouvements d'indépendance. Je pense à Félix Houphouët-Boigny, Modibo Keïta, Sékou Touré, tous anciens enseignants ou fonctionnaires. Disons que les fonctionnaires africains coloniaux étaient des acteurs clés, mais vraiment ambivalents. Ambivalents, pourquoi? Parce qu'ils étaient des pivots techniques et politiques de l'administration coloniale. Ils étaient tiraillés entre la loyauté à l'administration et la solidarité avec leur communauté. Ce ne sont pas des positions très agréables à tenir. Ils étaient précurseurs de l'élite postcoloniale et ayant acquis une connaissance du rouage de l'État et qui leur servira lors des indépendances. Toutefois, cette modélisation ne doit pas occulter les recompositions successives et les trajectoires nationales de construction de l'État, en particulier à travers la figure et le rôle des fonctionnaires, les fonctionnaires qui sont ces agents investis de la mission de faire exister l'État au quotidien. Alors, nous n'analyserons pas ici les conditions dans lesquelles l'État se construit. Est-ce que ça vient par les coups d'État, par une alternance par les urnes, un conflit armé? Ce n'est pas ça l'objet de notre chose aujourd'hui. Mais nous examinerons à travers trois phases successives, la phase décennie post-indépendance, 60-80, l'État. Ensuite, nous essayons de comprendre l'État pendant la période des plans d'ajustement, donc 80 à 2000. L'État qui est devenu régulateur à partir du milieu des années 2000 jusqu'à présent, et les modèles d'État en Afrique et les manières dont le rôle des fonctionnaires et le service public ont évolué. Prenons la décennie post-indépendance, 60-80. Dans cette période, l'État, après les indépendances, incarne la souveraineté retrouvée et la promesse du développement. Que l'on soit dans les pays de colonisation britannique ou francophone ou lusophone, l'État s'érige en acteur tout-puissant de la modernisation. Monopolaire de la décision politique, planificateur économique, gestionnaire des services sociaux, de 60 à 80 à peu près, même de là jusqu'à 90, le parti unique souvent était érigé en appareil d'État,
sauf dans des rares pays comme le Sénégal, la Gambie, l'île Maurice et le Botswana. C'était le parti unique qui structurait l'espace public selon une logique d'intégration verticale. À l'avènement des indépendances africaines dans les années 50, entre 50 et 60, les fonctionnaires africains subalternes de l'administration coloniale, ce dont je vous parlais tantôt, ont joué un rôle crucial dans la transition vers l'État postcolonial. Leur devenir donc a été marqué par les trois dynamiques principales. Première dynamique, la promotion et la montée en responsabilité. Deuxième dynamique, reproduction des structures et des logiques coloniales. Et en troisième dynamique, ambivalence de leur légitimité. Vous comprenez donc pourquoi j'ai pris le temps de vous parler d'abord de leur positionnement dans l'administration coloniale. Parce que c'est ce modèle qu'ils vont importer après les indépendances, qui vont les inspirer. Du point de vue de la promotion et de la montée en responsabilité, les indépendances ont entraîné une africanisation rapide de l'administration pour remplacer les fonctionnaires européens qui quittaient massivement leur poste. Les agents subalternes africains, secrétaires, commis, instituteurs, infirmiers, médecins africains, on rajoute toujours médecins africains, voilà, ont constitué le vivier principal du personnel administratif post-indépendance. Cette mobilité sociale et politique a permis à certains de devenir les piliers du nouvel État-nation, souvent avec un fort capital scolaire et bureaucratique hérité de la période coloniale, par rapport à la grande masse de gens qui les entouraient. Du point de vue des logiques, les anciens fonctionnaires coloniaux africains ont souvent continué à travailler dans le cadre institutionnel hérité du colonisateur, avec peu de rupture sur le fond. Les structures hiérarchiques centralisées et bureaucratiques de l'État colonial ont été reconduites, parfois avec peu d'adaptation aux réalités locales. Les nouvelles élites administratives ont souvent reproduit une culture du commandement, une distance vis-à-vis des populations et une logique de contrôle social héritée de leur formation coloniale. Dans les États francophones, par exemple, le modèle jacobin français d'administration a été prolongé quasiment à l'identique. Alors, malgré leur ascension, ces anciens agents subalternes n'étaient pas toujours perçus positivement, même après les indépendances. Pour les populations, ils étaient parfois vus comme les relais dociles du pouvoir colonial, comme s'ils continuaient à rendre compte à la colonie, surtout ceux qui avaient activement collaboré à la collecte des impôts, aux corvées et aux réquisitions. Dans certains cas, ils ont été contestés ou marginalisés après les indépendances, notamment lorsque les nouveaux régimes ont voulu faire place à une génération nationaliste, parce qu'il y a eu des courants nationalistes dans tous ces pays, formés politiquement dans des mouvements d'indépendance. Ils se sont retrouvés au cœur de luttes d'influence entre anciennes élites bureaucratiques et nouvelles élites politiques ou militaires. Et ça, on l'a bien senti dans un pays comme le Bénin. Voilà, dans les années entre 60 et 70, avec la multiplicité des coups d'État et les jeunes militaires qui ont été formés dans les pays coloniaux, enfin dans les anciennes colonies, et qui revendiquaient un positionnement de type nationaliste. Dans cette configuration, le fonctionnaire est une figure centrale. Il est technicien, il est intermédiaire, parfois militant, il cristallise toutes les attentes d'un État bâtisseur et redistributif. Son statut, je vous dis bien le statut du fonctionnaire, est valorisé. Et sa position reconnue, vous vous souvenez, dans nos familles, on dit il est fonctionnaire. C'était important d'être fonctionnaire. Son statut s'inscrit dans une idéologie de service à la nation. Mais cette dynamique est fragilisée à partir des années 80. Avec la montée de la crise économique, l'endettement chronique, l'entrée massive dans les logiques d'ajustement structurel. Et là, les plans d'ajustement qui ont été mis en œuvre dans les années 80 par le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont eu des effets profonds et durables sur la construction de l'État et sur le statut des fonctionnaires, justement.
Alors, présentés comme des mesures d'assainissement macroéconomique, ces plans ont souvent provoqué des dysfonctionnements structurels dans l'appareil étatique. Ils ont affaibli les fonctions régaliennes et transformé la manière d'envisager le service public, ainsi que les relations entre l'État, ses agents et les citoyens. La conséquence, quelles en sont les conséquences? Les PASS, les programmes d'ajustement structurel, ont eu 3 conséquences majeures sur l'État, les fonctionnaires et les services publics. Première conséquence, l'affaiblissement structurel de l'État africain. Deuxième conséquence, une profonde transformation du rôle des fonctionnaires. Et troisième conséquence, la recomposition des formes de gouvernance. Je prends la première. En termes d'affaiblissement structurel de l'État, il y a eu d'abord la réduction du périmètre d'action de l'État sur les programmes d'ajustement structurel. Les PASS ont imposé le désengagement de l'État des secteurs économiques et sociaux, santé, éducation, logement, agriculture, au nom de l'efficacité du marché et de la limitation et de l'importance de limiter les déficits publics. Ces PASS ont favorisé des privatisations massives d'entreprises publiques, parfois à perte. Ces programmes également ont entraîné la réduction des subventions aux services sociaux. Ce n'est pas pour rien que la démocratie, l'idée de démocratie est née en cette période, parce que sur les campus universitaires qui bénéficiaient des faveurs de l'État, la réduction du budget alloué à ces secteurs a provoqué des mécontentements, des frustrations qui ont entraîné une remise en cause de l'ordre politique. Dans le même temps, les programmes d'ajustement structurel ont recommandé l'externalisation de certaines fonctions de l'État. C'est là qu'on a eu droit à la percée des ONG, la présence des bailleurs, le discours des bailleurs dans toutes les décisions qu'il y a dans l'État et l'imposition de la collaboration de l'État avec le secteur privé. La conséquence en est qu'un État, l'État est devenu moins producteur de biens publics. Il est plus dépendant des partenaires extérieurs et il est souvent perçu comme distant ou inefficace par les populations qui l'ont contesté à l'époque. D'où tous les mouvements sociaux qui ont caractérisé l'époque. Deuxième signe d'affaiblissement, c'est la crise de légitimité de souveraineté de l'État. L'État apparaît de plus en plus comme exécutant de politiques dictées par l'extérieur, affaiblissant sa souveraineté décisionnelle. L'État africain a perdu sa souveraineté décisionnelle. Les politiques de lutte contre la pauvreté, de gouvernance sont souvent conditionnées par les bailleurs dans un cadre dit de bonne gouvernance standardisée. Le résultat est que la perception de l'État comme acteur de développement national a été complètement érodée. Alors, deuxième signe en termes de conséquences des PASS sur l'État, c'est la transformation du rôle des fonctionnaires. D'abord, il y a eu le gel des recrutements et la réduction des effectifs. Derrière ça, il faut voir les suppressions massives de postes, parce que certains services de l'État ont été supprimés sous la pression des sessions de Bretton Woods. Il y a eu le gel des salaires, parfois sur plusieurs années. Le blocage des promotions et des réformes défavorables des statuts. Alors cela a provoqué un déclassement social des fonctionnaires qui ont perdu à la fois leur pouvoir d'achat et leur reconnaissance sociale. Deuxième point, deuxième signe de transformation, c'est la résilience de ces fonctionnaires par la corruption et le recours à l'économie de survie. Face à la baisse de leurs revenus, beaucoup de fonctionnaires ont développé des stratégies de survie informelle. Vente de services, clientélisme, détournement et que sais-je. La corruption est devenue un mécanisme compensatoire perçu, et là je cite
Jean-Pierre, les travaux de Jean-Pierre Blondeau, des collègues comme Raffineau, perçus comme un prélève sur l'usager le manque à gagner. Et l'usager qui ne veut pas vivre la corruption comme un malheur doit comprendre que ce n'est que sur coup qu'il paye. Et on se retrouve dans une société de compromis, mais basée sur pas mal de compromissions. Le fonctionnement de l'administration est donc miné par une perte de morale professionnelle, beaucoup de défiance et de fragilisation des services publics. Troisième signe de transformation du rôle du fonctionnaire, c'est la crise de la vocation publique. L'idéal du service public est affaibli. Les jeunes diplômés cherchent à intégrer plutôt le secteur privé ou aller en international. La fonction publique ne fait plus rêver. La fonction publique n'a-t-il plus les meilleurs profils et perd son rôle de creuser dans la nation. Alors, dernière dimension, c'est la reconfiguration des formes de gouvernance. Alors, évidemment, l'État a perdu son statut de développeur. L'État n'est plus le modèle de développement, mais il devient, on l'a amené à être un agent de gestion des ressources allouées par les bailleurs. Et c'est pour cela que de nouveaux outils ont été introduits. Le budget programme, la gestion axée sur les résultats, les audits, le concept de redevabilité est entré dans le vocabulaire de l'administration publique. Alors là, il s'agit d'un État réformé dans sa forme, mais souvent affaibli dans sa capacité politique réelle. Et c'est là qu'entrent en puissance les acteurs non étatiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, les ONG, les agences d'aide, les entreprises privées qui prennent en charge des fonctions autrefois assumées par l'État, sous la pression des bailleurs. Cela conduit à une fragmentation de l'action publique et à une perte de cohérence stratégique. Alors, sous l'effet des injonctions des institutions financières internationales, l'État a donc été appelé à se désengager, à se rationaliser, et c'est le mot qu'on commence par entendre, à réduire son empreinte. Le discours sur la bonne gouvernance devient un impératif, et avec lui, la reconfiguration des fonctions publiques. Évidemment, gel de recrutement, compression budgétaire, privatisation, transformation des normes de gestion. D'où la multiplication des séminaires. Dans ce nouveau régime d'action publique, les fonctionnaires subissent un processus de déclassement social et professionnel encore plus approfondi. Leur pouvoir d'achat s'effrite, leurs moyens d'action diminuent et leur légitimité est mise en cause. Or, c'est eux qui sont censés mettre en œuvre le service public. Vous imaginez. Face à cette crise de reconnaissance, nombreux sont ces fonctionnaires qui développent des stratégies d'adaptation, voire de compensation, comme je vous l'ai dit tantôt. La corruption, entendue non comme une pathologie morale, mais comme une pratique insérée dans un contexte de désajustement entre fonction et rémunération, devient un mécanisme courant de survie. Et les logiques informelles deviennent structurelles dans le fonctionnement quotidien des administrations. Et puis maintenant, après avoir fait la promotion du moindre État, au bout d'un certain temps, vers le milieu des années vers 2000, on se rend compte qu'on ne peut pas ne pas faire avec l'État. Les mêmes institutions expriment un besoin d'État, mais un État qui va fonctionner autrement. Et c'est là qu'on passe de l'idée d'État développeur à un État gestionnaire. Alors, c'est ça la nouvelle figure de l'État. Alors, cet État est censé plutôt orchestrer, coordonner, articuler l'action des acteurs publics, privés et associatifs. Donc, il devient un régulateur de l'action publique, un coordinateur de l'action venant d'acteurs pluriels, acteurs publics, privés et associatifs, dans une perspective de... C'est ça la notion de gouvernance partagée. La notion de gouvernance partagée.
l'introduction des outils de programmation pluriannuelle, de gestion axée sur les résultats, de redevabilité renforcée, s'inscrit dans cette logique. Et il y a eu des innovations administratives comme les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, les cadres stratégiques, les systèmes d'informatisation douaniers, les Sindolia. Tout ça témoigne de cette nouvelle dynamique. Et la digitalisation des administrations publiques, dont nous allons parler pendant ce temps, est le nouvel instrument de l'État gestionnaire. Alors, la digitalisation des administrations publiques africaines s'est enclenchée depuis les années 90 à peu près, motivée par la recherche de performance, la lutte contre la corruption et sous la pression des bailleurs. Elle s'est accélérée avec la transformation numérique globale, le développement des infrastructures numériques et la pression de la société civile qui est de plus en plus demandeuse de services plus accessibles. Alors cette transformation est désormais un pilier de la gouvernance publique contemporaine sur le continent. Alors le passage donc d'un État développeur à un État gestionnaire, impulsé donc par depuis le plan d'ajustement structurel, a profondément transformé le statut, le rôle et les pratiques des fonctionnaires africains. Ce changement n'est pas seulement organisationnel, mais aussi symbolique, économique et moral. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, mais alors, quelles en sont les conséquences et les réponses que les fonctionnaires ont tenté d'apporter? D'abord, les fonctionnaires qui se voulaient des piliers du développement national et qui incarnaient l'ambition de l'État fort se sont retrouvés dans une posture de ressources disqualifiées. Avec l'État gestionnaire, son rôle est réduit à la mise en œuvre technique, souvent sous contrainte budgétaire et sans autonomie décisionnelle. Le résultat, ça a entraîné une démotivation morale et une perte de prestige social associée à la fonction publique. Dans nos familles, par le passé, être fonctionnaire n'était pas rien. Elle voulait dire. Comment l'État répond à cette démotivation? Ou comment incite-t-on l'État à répondre à cette démotivation? L'État, sous pression des bailleurs, répond par la création d'agences de développement. Et ça, c'est important. C'est un phénomène qui n'est pas souvent mis en exergue. Donc, l'État répond par la création d'agences de développement qui sont des doublons de l'administration. L'objectif, en créant ces agences, étant de favoriser, à travers ces structures parallèles, une absorption plus rapide des budgets alloués grâce à l'utilisation de ressources humaines sur la base de contrats à durée déterminée, estimés plus compétitives, plus compétentes et motivés par des salaires équivalents à ceux du secteur privé. C'est-à-dire, on crée des agences parallèles, on recrute des gens sur la base de contrats de durée déterminée et on leur donne un salaire du privé pour faire le travail public. Et c'est peu comme ça que les bailleurs ont conseillé aux États de contourner la démotivation que l'implémentation des politiques d'ajustement ont induit dans le secteur public. Alors, du coup, les fonctionnaires, de façon générale, se retrouvent en situation de précarité matérielle, et du coup, ça a accélérer l'informalité, monter de l'informalité, justement pour compenser les pertes, vous voyez, avec des stratégies de contournement, corruption, guichet, les petits paiements illicites, le double emploi ou activités parallèles. Le fonctionnaire, il a deux activités qu'il peut même exercer au sein de la même fonction publique, vous voyez, le détournement de biens publics, par exemple, dans certains pays, même quand on vous alloue un véhicule de service, vous changez le moteur parce que vous n'êtes pas sûr de garder le poste et puis vous aimeriez quand même garder le véhicule en forme. Donc il y a vraiment une imaginaire de la corruption qui s'est développée sous la pression de tels phénomènes. Alors, la faible valorisation des compétences dans la réflexion des formations continue, la déconnexion entre les niveaux de qualification et les fonctions exercées, et les réponses, vous les connaissez, dans plusieurs pays, il y a eu la montée des syndicats autonomes, plus revendicatifs que les syndicats d'État, voilà.
comme les enseignants, les magistrats, les agents de santé, donc beaucoup de forces de résistance. Et maintenant, de plus en plus, dans certains pays, sans les nommer, une tendance à contenir ces formes de résistance par la révision du Code du travail et des lois plus rigides pour empêcher ce type de mouvement. Alors, quand même, il y a certains agents qui, dans certains secteurs, on le voit dans l'éducation, la justice, la santé, qui tentent de réinventer des formes d'engagement malgré toute cette contexte. Mais c'est des petites poches. C'est pas rare. Et peut-être que l'innovation dans ces milieux peut venir de là. Je sais que des gens comme Gilles et même Jean-Pierre sont sensibles à comment partir de ce que font les gens pour réinventer cette forme, cette manière de délivrer le service public. Alors, voilà, et puis il y a également la question de la fuite vers d'autres secteurs, ou l'immigration carrément. Des fonctionnaires qui se sentent compétents et qui décident d'aller vers les privés, vers les ONG. Voilà, il y a un grand mouvement vers les ONG. Et bref. En conclusion, je dirais que l'analyse du parcours historique et institutionnel des fonctionnaires africains révèle que ces agents publics ont été, depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, au cœur de la construction, de la mise en œuvre et de la transformation de l'État, qui lui-même existe à travers les services publics qu'il délivre. Tour à tour relais de l'autorité coloniale, pilier du développement pour ses dépendances, puis victime et acteur de la reconfiguration néolibérale de l'État, ils incarnent, aujourd'hui, leur pratique incarne les tensions profondes entre continuité et rupture, entre légitimation et contestation, entre précarité et résilience. À travers leur trajectoire, c'est toute l'histoire politique et sociale de l'État, des États, qui se donne à voir. Celle d'institutions marquées par l'État, l'héritage colonial, confrontées aux défis de la gouvernance, de la souveraineté, de la performance publique dans un monde globalisé. Alors, en réalité, loin d'être de celle des exécutants, les fonctionnaires apparaissent comme des médiateurs essentiels entre l'État et la société, capables, malgré toutes les contraintes, de se réinventer, mais aussi d'inventer des pratiques quotidiennes qui rendent l'action publique possible avec des fortunes diverses. Aujourd'hui, penser le service public en Afrique, sans penser les évolutions dans la manière d'agir, de penser et de sentir des fonctionnaires, revient à méconnaître la matérialité sociale de l'État. Dans la délivrance des services publics, ces agents, souvent invisibles dans les grands récits institutionnels, sont pourtant ceux-là même qui traduisent, qui interprètent et incarnent les politiques publiques à travers leurs pratiques. Ils sont à la fois témoins et vecteurs des transformations de l'État post-colonial. Alors, comprendre leur trajectoire, c'est ainsi éclairer les tensions qui traversent l'État africain contemporain entre souveraineté proclamée et dépendance fonctionnelle, entre centralité symbolique et précarité institutionnelle, entre ambition publique et fragilité des moyens. Je vous remercie.